Au nom de la section Jacques Vigée de la Société Saint-Jean-Baptiste, nous avons choisi un livre intéressant parce que c'est un livre d'un politicologue qui ne fait pas de sciences politiques. Il fait de la politique fiction. Et c'est fort intéressant qu'un politicologue, un savant politicologue, parce que M. Monnier est un savant politicologue, nous donne ses réflexions sur ce que pourrait être le Québec si nous avions le courage de faire l'indépendance. Et il parle du référendum de 80, on nous dit, ben voilà ce qui serait arrivé. Eh bien, sans plus tarder, je vous présente les personnes qui vont nous donner leur pensée sur ce livre. De gauche à droite, le professeur André Gaulin de l'Université Laval. Ensuite, M. Monnière qui va vous expliquer ce qu'il entend par son livre. Le président de séance qui est M. Guy Boutillier, également professeur de sciences politiques. Et finalement, M. Robert Laplante, directeur de l'Action nationale. Et je cède la parole à M. Boutillier qui va diriger cette séance. Merci Gaston, chers amis. Merci d'être ici en bon nombre, prêt à entendre Denis nous parler de son livre, raconter son livre, prêt à entendre les deux invités à nous exposer comment ils ont lu, ce qu'ils ont tiré, ce qu'ils gardent de cette expérience. Et aussi, j'allais dire surtout, prêt à animer le débat, à intervenir. On s'est concerté, les quatre, au total on est quatre, on s'est concerté, on a convenu de limiter les temps de parole formels à une quinzaine de minutes chacun et à vous lancer la balle pour faire des discussions élargies. Alors, sans autre forme de procès, je cède la parole à mon collègue, ami, élève militant, le professeur Denis Monnière. Merci. Merci, Géraldine. Au mois de juillet cette année, j'ai reçu un téléphone d'un journaliste du Voir, célèbre hebdomadaire gratuit de Montréal, qui voulait faire un reportage sur mon livre. Il m'a proposé de faire un débat avec Stéphane Dion. J'ai immédiatement accepté de relever ce défi, mais mon ex-collègue Dion, lui, a refusé, prétextant qu'on ne peut pas débattre de fiction. Je pense que ce soir, nous allons lui donner tort encore une fois, puisqu'il y a au moins deux panélistes qui vont tenter de débattre de cet essai de politique fiction. Je voudrais d'abord expliquer l'origine de ma démarche, comment j'en suis arrivé à penser ce projet de livre sur l'histoire de la République du Québec. C'est un essai de politique fiction. Ce genre littéraire est à peu près inédit au Québec. Il y a eu un seul autre auteur qui s'est lancé dans une telle aventure. C'est l'illustre François Hertel, qui, en 1942, a écrit une courte nouvelle qui racontait l'histoire du Canada en faisant l'hypothèse que la bataille des plaines d'Abraham avait été remportée par Montcalm et non pas par Wood. Et donc, le Canada était devenu une superpuissance mondiale, francophone, contrôlant l'Amérique du Nord. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai amorcé ma réflexion et je me suis lancé dans cette aventure périlleuse parce que d'abord, c'était à l'occasion du 25e anniversaire du référendum de 80. Je ne voulais pas retracer les vieilles histoires du passé, pourquoi on avait dit non à ce référendum, et je voulais malgré tout faire une réflexion. Et donc, j'ai choisi
le genre de la fiction parce que ça me permettait de dépasser les contraintes qu'on a lorsqu'on est historien, on doit toujours respecter les faits, etc. etc. Le deuxième motif qui m'a inspiré cette démarche, c'est le climat de morosité et de déprime qui affecte le mouvement indépendantiste, je pense, depuis le référendum de 1995. Depuis 1995, nos élites politiques se sont évertuées à nous démoraliser, à nous laisser croire que la souveraineté n'était pas possible, qu'il fallait remettre ça le plus loin possible, que c'était un danger public, qu'il fallait réunir des conditions gagnantes, qu'il fallait régler le problème du déficit, de la dette, le problème des urgences dans les hôpitaux. En fait, le Québec est paralysé par toutes les contraintes matérielles qui s'imposaient. Et donc, je crois que psychologiquement, notre collectivité en est venue à penser que ce n'était pas possible, la souveraineté. Je voulais combattre ce climat de morosité. Et donc, je suis parti de l'idée. Je peux inventer, c'était le slogan de la campagne du oui en 1995. Le slogan du oui en 1995, c'était « Oui, c'est possible ». Alors, si oui, c'est possible, reportons-nous en 1980, parce que j'avais besoin malgré tout d'avoir beaucoup d'espace dans le temps pour pouvoir mettre en place toutes les institutions d'un nouveau pays, voir comment ça fonctionne, et surtout quels résultats cela pouvait donner pour la société québécoise. Donc j'ai voulu partir en 80, et le seul détournement de l'histoire que j'ai fait pour amorcer mon récit, c'est évidemment le discours de Pierre-Éliott Trudeau qui est prononcé au Centre Paul Sauvé le 14 mai. Je pense que c'est un événement très important dans l'histoire politique du Québec parce que c'est l'assise, le socle d'une mystification qui nous a donné le Canada d'aujourd'hui, puisque Trudeau, vous en rappellerez, avait dit si vous votez non, vous allez dire oui à un changement, vous allez dire oui à une réforme du fédéralisme. Et nos bons Québécois, crédules comme ils sont, se sont laissés éblouir par le prince qui, par ruse, a réussi à nous en faire warper. Donc, je me suis dit, changeons ce scénario. Oui, Trudeau fait un discours le 14 mai, mais dans son discours du 14 mai, il nous dit clairement ce qu'il fera une année plus tard lorsqu'il procède au rapatriement unilatéral de la Constitution. Il nous explique dans son discours du 14 mai comment il va construire le nouveau Canada, comment il va établir une charte des droits, une formule d'amendement, et autrement dit, comment il va nier l'existence du peuple québécois. Donc, je suis parti de ce discours, et forcément, ce discours provoque nombre de chocs chez les fédéralistes nationalistes. Robert Bourassa en tête au camp du non, et passe au camp du oui, et il y a un basculement de l'opinion publique vers le oui, de sorte que le oui l'emporte le 20 mai 1980. Donc voilà, c'est là où se produit ce transfert de l'histoire. C'est dans ce genre qu'on appelle uchronie. On change un élément, on change un détail de l'histoire, et on voit comment le reste s'enchaîne à partir de cette modification. C'est Pascal qui avait dit dans ses pensées, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, l'histoire du monde aurait été chambardée. Voilà donc mon point de départ. Ceci dit, on parle de fiction, mais il ne s'agit pas totalement d'une fiction. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir lu ce livre, si oui, vous m'excuserez parce que vous savez ce que je veux dire, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, il ne s'agit pas totalement d'une fiction. Je n'ai pas pu me débarrasser de ma peau d'universitaire, je n'ai pas pu faire une œuvre d'imagination. J'ai voulu rester le plus près possible de la réalité. J'ai voulu être plausible dans mes démonstrations. De telle sorte que les personnages historiques qui ont marqué les 25 ans du Québec, sauf un certain nombre de personnages que j'ai évacués de l'histoire avec raison à mon avis, comme M. Bouchard par exemple. Donc, les personnages qui ont fait l'histoire du Québec depuis 25 ans demeurent. Ils restent. Mais ils jouent leur rôle historique dans un autre contexte politique. Ils assument donc les exigences d'un État souverain et ils gèrent un État souverain. Par exemple, Robert Bourassa est le premier président de la République du Québec. Jacques Parizeau est le deuxième président de la République du Québec.
Donc, de 1980 à 2000 environ, les personnages du livre sont des personnages de la réalité historique. Les discours qui sont tenus, je ne les ai pas inventés. 90% des discours sont du verbatim que j'ai tiré d'un corpus de discours des premiers ministres que je possède et qui est très intéressant. Donc, je reste le plus près possible de la réalité historique. Sauf à partir de l'an 2000, 2000-2005, là j'entre dans un univers totalement fictif. On a une présidente de la République et il n'y a plus de personnages historiques. Mais dans la salle, ici, ce soir, il y a des personnages qui jouent un rôle important dans mon livre. Je pense à Pierre de Bellefeuille, qui est le chef d'un parti, le Parti social-démocrate. Donc, j'ai lu Donc, je vais, à partir de ça, reconstituer l'histoire. Nous avons négocié une entente avec le Canada. Nous avons aussi initié une entente de libre-échange avec les États-Unis. Nous avons obligé le Canada à nous suivre sur ce terrain. Nous avons établi une assemblée constituante. Nous avons une constitution républicaine. Je pourrai plus tard vous expliquer les détails. Je pense que je ne peux pas entrer dans les détails de la Constitution. Et donc, nous avons établi une série de politiques pour assurer le développement économique, social et culturel du Québec, une politique démographique, une politique de la recherche. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que ce soir, ceux qui ont écouté les informations en Télémétropole, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, on a annoncé le lancement de la voiture électrique Zen. Or, dans nos livres, nous produisons cette voiture 100 000 exemplaires par année depuis 2000 ans. Vous voyez donc que je ne suis pas tellement loin du réel. Hein? Je ne fais que tirer un peu la réalité pour montrer qu'avec la souveraineté, les choses auraient été mieux. On aurait assuré le développement technologique du Québec de façon plus rapide. On aurait aussi, dans mon livre, réduit la dette de 50%, puisque le Québec est devenu une économie prospère. Montréal est devenu une ville prospère, puisqu'on n'a plus à subir les entraves du fédéralisme qui avantage toujours Toronto. Encore là, je ne vais pas inventer cette thèse. C'est une thèse de James Jacobs qui a démontré par A plus B que la souveraineté profiterait au développement économique de Montréal. Donc l'économie québécoise est dynamique et prospère. Nous avons négocié des ententes avec les Autochtones. Autrement dit, le Québec souverain est une réussite et je pense que nous pouvons, les jeunes d'aujourd'hui peuvent être fiers du travail qu'ont fait leurs prédécesseurs. Donc, le livre, en fait, s'adresse aux jeunes générations. Je veux leur indiquer quelle route nous avons parcourue pour en venir jusqu'à la liberté collective, afin que cette liberté soit préservée à l'avenir. Voilà un peu l'essentiel de mon ouvrage. Tout de suite, je vais passer la parole à André Gaulet, qui nous vient de la région de la capitale nationale, qui va nous parler de ses réactions au livre de Denis. En fait, on m'avait demandé, ou j'avais proposé de lire le livre sous l'angle de la culture et du pouvoir symbolique. Alors, il y a plus un préambule, mais comme on est limité, enfin on s'est limité à un quart d'heure, je trouve que c'est ça. Comme quoi c'était essentiel. Alors, pour m'en tenir à un épilogue que je vais vous lire, j'ai fait plutôt un épilogue, je trouve le livre de Denis Monnière éminemment stimulant, même si les gens pourraient lui dire que ce qu'il propose pour beaucoup de choses sont été faites effectivement sous le fédéralisme, et que par ailleurs, ce qui est simulé ici, c'est la souveraineté association telle qu'elle est rejetée par beaucoup de gens. Mais cependant, nous sommes invités par le politologue à revisiter l'histoire et à nous demander au plan didactique qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là où le livre est arrivé depuis 25 ans. Alors, pour pas avoir l'air de reprocher
à Denis Monnière de ne pas avoir dit ceci ou cela en fonction de la culture et du pouvoir symbolique. J'ai plutôt fait un épilogue. À l'occasion du 25e anniversaire de souveraineté, le Mouvement national des Québécois, la Maison de la francophonie américoise, avait organisé un important congrès portant sur le bilan d'un quart de siècle d'émancipation. Depuis le référendum de 81 et ses suites heureuses pour l'avènement du pays, le MNQ avait jugé son mandat toujours actuel en redéfinissant son action nationale dans le sens à donner au nouveau pays. Une chose était claire, le Québec n'était plus coincé par le bilinguisme, assassin de l'ancien statut de province canadienne, qui lui méritait souvent dans les instances internationales de paraître mesquin envers sa minorité anglophone et hostile à l'envoi des immigrants en les forçant légalement à fréquenter l'école de langue française. Fini le temps où les causes internationales suspecteraient le Québec de faire respecter sa culture et sa vie dans une langue donnée comme tout pays normal, surtout que ce pays avait une charge généreuse des droits et libertés. Les Québécois avaient aussi cessé de se dire 2% de la population des Amériques en tant que parlant français. Ils n'étaient plus partis, ils étaient le tout, ils étaient 100%, c'était là toute la différence. Disait-on du Danemark ou de la Norvège, pays prospère et heureux de 5 et 4 millions d'habitants, qu'ils allaient disparaître dans le conglomérat de l'humanité. Surtout que le Québec arrivait dans les 15 premiers pays du monde pour la grandeur du territoire et le niveau de vie. Non, les Québécois étaient dorénavant 9 millions, pays de moyenne puissance et interface entre les Amériques et l'Europe, dont le français était la langue communautaire dans une société qui intégrait harmonieusement ses immigrants, un pays qui se montrait solidaire des pays africains, de langue française en particulier, ainsi que des pays latino-américains. D'ailleurs, il faut le souligner, l'indépendance, alliée à une politique de natalité, avait eu un effet heureux sur la démographie, le taux de renouvellement ayant progressé de manière à assurer le maintien avec même une légère hausse de la population québécoise. Ce Québec-là français, qui visait une plus grande qualité de la langue parlée et écrite comme le postulait la loi 101, qui voulait sauvegarder dans la francophonie ces 3000 mots anciens, qui avait sa banque de terminologie pour faire du français une langue d'avenir et de modernité, avait enfin fait le ménage dans sa politique d'enseignement des langues. On enseignerait bien sûr toujours l'anglais au niveau secondaire, de manière rationnelle et non plus électorale, de fréquentation non obligatoire, une mesure très efficace sur la motivation qui ne coûtait rien et ralliait dans les faits 90% des étudiants. Cela avait enfin ouvert l'école à l'enseignement d'autres langues modernes, comme l'espagnol, l'allemand, le portugais, de sorte que les jeunes arrivaient à l'université avec la connaissance d'au moins 3 langues, l'université elle-même s'étant ouverte à l'arabe, au chinois et à l'espéranto. Les promoteurs de cette dernière langue internationale créée en 1887 par Zamenhof considéraient que le temps lui était dorénavant favorable. Si une langue devait permettre l'internationalité, c'était celle-là qui se fondait sur les racines linguistiques communes de l'humanité et ses éléments lexicologiques. Témoignant au nom d'une institution ayant pignon sur rue dans la capitale depuis 22 ans et qui regroupait les francophones de l'Acadie, du Canada français et des États-Unis, les congressistes issus de la Maison de la francophonie américoise avaient tenu à témoigner du renforcement de la vie diasporale française qui avait suivi la souveraineté. Contrairement à ce que l'on avait craint dans ces milieux de vie, l'indépendance avait soutenu la vie française hors Québec en donnant un point d'appui politique aux francophones du Dominion of Canada et d'Amérique. Puisque la politique dite du retour, par ailleurs inefficace et un peu illusoire, avait été vertement critiquée par les communautés francophones, le Québec y avait suppléé avantageusement en aidant ceux qui vivaient en français ailleurs qu'au Québec par du soutien pédagogique, par des échanges de professeurs, par des stages pour les enseignants, par la diffusion pan-canadienne et nord-états-unienne de Radio-Québec, radio et télévision, qui avait contribué avec TV5 à soutenir les parlants français, à leur donner la parole, à soutenir leur action militante culturelle en Amérique. Déjà, le taux d'assimilation des francophones avait diminué, en particulier chez ceux qui s'appuyaient directement sur le Québec, soit les Acadiens du nord du Nouveau-Brunswick et les Ontariens. Les congressistes du Congrès du quart de siècle n'avaient pas manqué de souligner les effets de l'indépendance sur la toponymie québécoise et amérindienne.
Les grandes villes-centres avaient toutes leurs rues de l'indépendance, que ce soit à Gaspé, à Sherbrooke, à Rimouski, à Saguenay, à Hall, à Lévis, à Trois-Rivières et même à Saint-Georges-de-Beauce. Montréal, la métropole, avait lentement retrouvé son unité dans la diversité de ses quartiers. Québec était devenu une vraie capitale, ville à couleur océane, comme l'avait décrit Lannes Hébert de Premier Jardin, ville portuaire importante sur un fleuve majeur dont témoignait le regain de vie du chantier maritime de Lauson. Gatineau agissait comme carrefour d'échange entre deux pays dorénavant voisins et amis. Le Dominion of Canada, celui que Rhys Cohen, qu'on avait mal reçu alors, avait rêvé de libérer du Québec tentaculaire, reconnaissait enfin qu'il pouvait vivre sa vie nationale selon son génie propre et que la libération du Québec avait entraîné la sienne. Lui aussi regrettait les années perdues, et beaucoup d'intellectuels et gens d'influence, voire des gens d'affaires, regrettaient de n'avoir pas rendu la séparation à l'amiable. Les Québécois dans l'ensemble pouvaient consacrer leur énergie à faire le pays plutôt qu'à le rêver, même si le rêve et la poésie avaient continué de se dire et de se chanter. La vie culturelle était florissante. Le ministère de l'Éducation avait cessé de néo-programmer, mettant plutôt ses effectifs pour instaurer un inspectorat national, refaire les manuels manquants en histoire et en géographie. On accordait plus d'importance à tout le territoire québécois, sa nordicité et son vocabulaire des glaces restant à faire connaître à l'école de Louis-Edmond Hamelin. La Maison Gérald Godet accueillait dorénavant le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. La Commission de la capitale nationale avait inauguré l'allée des écrivains le long du boulevard Samuel de Champlain, honorant entre autres Octave Crémazie, Émile Nelligan, Gaston Miron et Henri Hébert. L'œuvre de Jacques Ferron, faute d'avoir pu être proposée en son temps par le Dominion of Canada au prix Nobel de la littérature, venait d'être éditée dans la collection prestigieuse Les Latins nordiques du Septentrion, où commençaient à s'aligner les Michel Tremblay, Victor Lévy-Beaulieu, Vidal Lamy, Alain Grandbois, André Langevin, tous auteurs d'un peuple sans littérature. Avec le retour des voix sauvages chantées par les deux Félix, Savard et Leclerc, mais célébrait un peu partout la fête nationale des patriotes. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal avait repris l'habitude des repas avec santé qui se fatiguait aussi dans la Montérégie, dans l'Anaudière, et en Chaudière-Appalaches, où les organisateurs faisaient valoir l'importance du mouvement patriotique qui avait donné Étienne Pascal Taché, Augustin Lambert-Morin, Étienne Chartier-Curé et avocat supporter de Papineau, dont on venait de relever les restes à Saint-Gilles en Lobinière. À Montréal, geste touchant, les simples citoyens avaient pris l'habitude de mettre des roses aux indications de la rue de Lorimier, et le président de la Société Saint-Jean-Baptiste ne manquait jamais d'aller déposer une gerbe de fleurs au pied du courant. La Société nationale de la capitale soulignait pour sa part, au monument de Louis-Joseph Papineau, de François-Xavier Garneau et d'Honoré Mercier formant triangle, le rôle important des députés patriotes, un sur trois ayant été emprisonnés, pendus ou ayant dû fuir. Le mois de juin voyait revenir chaque année la fête nationale avec pavoisement aussi important que pour Noël ou l'Halloween. Cette fête revigorée se prolongeant jusqu'au 3 juillet, date de la fondation de Québec et de l'Amérique française, avec salutation au passage le 1er juillet au Dominion of Canada, où l'eau symbole restait important. On profitait du mois de juillet aux alentours du 10, fête de Saint-Laurent, pour célébrer le fleuve de notre naissance. Toutes les municipalités riveraines, quelques centaines, étaient invitées à entrer dans la fête. Le fleuve géant, force de notre économie, avait retrouvé son pouvoir de magie, sa capacité de rêve sous l'œil de ses nombreux défenseurs environnementaux et paysagers. Les Québécois n'étaient ni plus beaux, ni plus faibles. Ils étaient, ils vivaient, ils savaient retrouver l'avenir comme l'écrit Miron de lui-même dans son poème cabalistique. Les Québécois étaient plus fiers sans se prendre pour le nombril du monde. C'était le même petit Jean Québec qu'avait chanté Jean-Paul Fillon, fanfaron à cœur de jour comme dans la Manique de Georges Dard. Grâce pied de Claude Gauthier, ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres dans le Sylvestre sous la voix montante comme la marée de Pauline Julien. Les Québécois n'avaient plus à s'expliquer de génération en génération.
Ils avaient enfin une patrie accueillante, leur demeure sur la terre. Leur histoire, leur souffrance relative est quasi indicible comme sauvage cravaté, selon l'expression de Jacques Brault de mémoire, les faisait solidaires des petites nations, des peuples qui se cherchent encore, des pays, voire des continents exploités. Selon l'expression du grand Gaston Miron, les Québécois étaient devenus des bêtes féroces de l'espoir. Tout cela, en amont et en aval de leur vie, ils se le rappelaient en chantant leur hymne national qui portait maintenant leur envol. Salut Québec, compagnon des Amériques, ô Laurentides, pays bleu du Saint-Laurent. Salut Québec, fleur de lys et d'Atlantique, terre chérie, patrie de tous nos enfants. Salut Québec, porteur de notre espérance, maison d'accueil, sol de la fraternité. Salut Québec, né de la Nouvelle-France, notre bouche cueille, témoin de la liberté. Salut Québec, salut Québec. Merci, je vais peut-être prendre le micro. Même un Québec souverain, on va avoir besoin de micro. Merci, bravo André. Je suis sûr que les hommes politiques, les femmes politiques qui vont défendre la cause du oui au prochain référendum vont s'inspirer d'un texte comme le tien. Merci encore une fois. Et je passe tout de suite la parole au père. Soyez sans crainte, je ne chanterai pas. Merci. Quand j'ai discuté avec Gaston Lorion de la nature de ma contribution et de l'angle sous lequel je pourrais lire l'ouvrage, nous avons exploré quelques pistes et j'avais d'abord eu l'occasion de faire une première lecture du travail de Denis qui m'avait soumis son manuscrit avant de l'envoyer chez l'éditeur. Et ce qui m'avait frappé, c'était la question des régions et surtout la façon dont elle était traitée dans son manuscrit. En reparlant avec Gaston, j'ai redit mon intérêt pour la chose et entre le moment où nous avons convenu de ce thème et la relecture que j'ai faite de l'ouvrage, ma propre lecture s'est inversée. Je vais vous soumettre un peu ce qui en a résulté. Il y avait quelque chose d'un peu délirant à relire cet ouvrage dans la vague médiatique que nous avons connue la semaine dernière. On a vu une entreprise de presse très puissante, celle qui se veut, qui est de fait le porte-voix de l'establishment canadien, nous asséner une très, très violente négative. Tout ça fait bien sûr dans la mort de bien pensante, mais au fond, ça tirait le pays sous les pieds du narrateur. C'était extrêmement frappant. Personne au Canada ne s'est vraiment levé pour dire il y a là un peuple sur lequel vous produisez des généralités qui
proférée sur n'importe quel autre peuple de la terre aurait porté son nom du racisme. On n'a pas vu se lever à Toronto les défenseurs des libertés humaines, et ça ne s'est pas bousculé au portillon. Dans le fond, l'hypothèse de base du récit, quand on le lit à contrario, nous fait apparaître au fond quelque chose, je pense, de très intéressant sur ce que nous sommes aujourd'hui. Il me semble que la fiction que Denis a mis en œuvre nous permet de lire un peu comme en décalé, un peu comme en déphasage, en décentrement, notre façon actuelle de voir et de poser la question nationale. Et la fiction, dans ce cas-là, remplit une fonction heuristique, à mon avis, extrêmement intéressante, parce que, au fond, ce qu'il y avait pour que la souveraineté association fonctionne, pour que le récit atterrisse, il y avait un prérequis, qui était l'acceptation du fait que nous sommes un peuple, et que le Canada consentirait, s'adresserait directement à Toronto, à transiger avec ce peuple. Or, que voyons-nous 25 ans plus tard? C'est que non seulement cette négation est toujours aussi puissante dans la culture, elle est à l'œuvre dans la culture canadienne, mais elle a aussi sanctionné le processus d'oblitération le plus violent qui soit dans un État de droit. Nous ne sommes pas nommés dans une constitution qu'on nous impose par ailleurs. C'est une oblitération extrêmement grave dans n'importe quel État de droit. Il y a des sujets qui sont non existants. Ce que l'ouvrage montre au fond, c'est que la souveraineté association n'aurait pas pu marcher précisément en raison de cette exigence de la reconnaissance de notre caractère national. La mécanique prévue dans le programme et dans le projet d'association, même si elle était parfaitement huilée, bien décrite dans ses tenants et aboutissants juridiques, administratifs, bureaucratiques, etc., se serait rapidement cassé sur cette chose simple. Nous formons un peuple, alors que le Canada persiste toujours à nous nier même le statut de minorité. Les Acadiens sont nommés, les Indiens sont nommés. Les Québécois ne sont qu'un agrégat d'individus qu'on peut servir dans la langue de leur choix. C'est le statut réel du Canada, du Québec dans le Canada. Cette exigence fondamentale qui ressort plus cruellement dans le récit, elle est d'autant plus vive qu'on se rend compte que pour que la mécanique se déploie, pour que le fonctionnement de l'association soit réel, il y avait un corollaire à la reconnaissance de notre statut de nation. C'était celui de notre existence dans un territoire et un espace national. Et c'est là que toute la question des régions du Québec prend une toute autre tournure. Dans le récit, Monière fait ressortir que la République du Québec fonctionnerait dans un régime bicaméral à deux chambres, l'Assemblée nationale et la Chambre des régions. Et il situe dans la Chambre des régions l'essentiel du nouveau bouillonnement généré par le nouveau statut. C'est là que se feraient sentir les effets de la proportionnelle.
C'est là qu'apparaîtraient les débats sur les clivages idéologiques nouveaux, les questions environnementales, les questions démographiques, etc. Or, pour que cette chambre régionale puisse exister, ça réfère justement à toute la difficulté que le projet de partenariat ou d'association comportait, pas seulement en termes d'agencement des compétences, mais en fonction de la définition de son lieu de matérialisation. Pour que le régime politique fonctionne, pour que le Québec existe, il fallait qu'il soit une nation et qu'elle soit dans un espace national. Vu sous l'explicitation de ces deux prérequis, je vous propose la lecture sur 4 plans que je fais de l'ouvrage qui nous permettent de mieux comprendre non seulement ce qu'il va falloir qu'on fasse pour être plus clair entre nous sur le Québec que nous voulons, mais également aussi pour être plus clair sur ce que le Canada est en train de nous faire penser de nous-mêmes. 4 plans. Donc, sur le premier, c'est sur le plan culturel. L'espace national pose et établit que partout sur le territoire, les citoyens sont non seulement dans une égalité de droit, mais je dirais dans une responsabilité égale par rapport aux projets qui font le bien commun. Or, dans la culture, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des infrastructures. Ces infrastructures, ce ne sont pas seulement les réseaux d'éducation, les réseaux de transmission institutionnelle, c'est aussi beaucoup les communications. Le territoire national ne devient national que si les citoyens sont dans un commun accès aux œuvres, dans une commune et à peu près égale ou du moins équitable capacité de contribuer à les faire circuler. Or, que voyons-nous dans le livre par rapport à ce que nous voyons maintenant? Le décalage que nous voyons est le suivant. Notre capitale nationale a vu son rôle s'inverser au cours des 25 dernières années. Qui aurait pu imaginer le jour où nous avons adopté solennellement la Charte de la langue française, que la Chambre de commerce de Québec revendiquerait qu'elle ne s'applique pas temporairement sur son territoire pour lui permettre d'attirer des immigrants, en clair, pour permettre aux restaurateurs du Vieux-Québec d'importer de la main-d'œuvre pas chère pour laver de la vaisselle en anglais. C'est très intéressant. L'inversion est complète. La capitale nationale devient le lieu de l'exception dans la bourgade. C'est fabuleux comme inversion. Qui aurait pu imaginer, se souvenant de la charte symbolique des affrontements canadiens nordiques, que quelqu'un, un promoteur quelconque voulant lancer une équipe de sport professionnel, puisse le plus sérieusement du monde s'imaginer qu'elle pourrait s'appeler les Jumping Frogs. Il y a dans... Et là, ça, c'est pas de la fiction, là. La réalité dépasse la fiction. Dépasse réellement la fiction. Et brutalement saisissant. Sur le plan culturel, cette inversion-là se produit dans le rôle de la capitale, comme, à mon sens, plus que dans n'importe quelle autre fonction. Bien sûr, ça peut se décliner sur tous les volets de la culture, et qu'avons-nous observé particulièrement ces dernières années? Une espèce
de sentiment d'aliénation croissante de la part de ceux qui n'habitent pas Montréal, qui sont tannés de voir que le plateau Mont-Royal, c'est l'horizon de la télévision. Victor Lévy-Beaulieu a fait des charges très colériques là-dessus, et il suffit de se promener un peu partout sur le territoire pour entendre les artisans de la culture, les peintres, les écrivains, les artistes, les comédiens, les danseurs, se plaindre de ce qu'ils sont totalement exotiques chez eux. Et nous en sommes venus à considérer la culture comme un produit qui trouve sa légitimité dans l'exportation. Alors vous pouvez être fou et vous lancer dans l'idée de faire du théâtre à Gaspé, et on va mesurer votre folie. Si vous pouvez vendre ça à quelqu'un d'autre, vous allez être un entrepreneur sérieux. Mais que ce soit proposé aux Québécois d'abord, et particulièrement aux Gaspésiens eux-mêmes, on est loin d'être en territoire conquis. Ou si on l'est, ce n'est pas la conquête que nous avons faite pour nous-mêmes. Sur le plan culturel, il me semble que l'ouvrage, par contraste, montre à quel point nous ne nous rendons pas compte de la vitesse à laquelle notre statut nous déporte de notre propre référence collective. Donc, je trouve saisissant que dans tout le récit, on ne parvienne pas à nommer la différenciation. Pourtant, être indépendant, ça va être d'écouter le téléjournal le soir et de constater que les débats se conduisent sur la Côte-Nord d'une manière tout à fait différente de la façon dont ils se posent en Outaouais. On va être capable de saisir la densité du pays dans sa tension constitutive, dans ses différences et dans les apports des différents lieux. Donc, un espace de culture, un espace de sens qui, dans l'ouvrage, est, me semble-t-il, réduit à sa mécanique parce que le sujet n'est pas posé pour lui-même. Sur le plan politique, ce qui est intéressant dans l'idée de la Chambre des régions, c'est qu'elle pose clairement que les régions s'intègrent dans un espace national et dans un réseau institutionnel. Or, en l'inscrivant comme le lieu où se produit le mouvement dans la dynamique politique, ce que Monier fait voir, encore une fois, par effet de contraste, c'est jusqu'à quel point nos débats sur la décentralisation sont devenus creux, rhétoriques. Parce que la politique d'un Québec indépendant devrait normalement reconfigurer les lieux et les canaux de circulation des élites. Or, actuellement, les canaux de fabrication des élites, c'est la notoriété médiatique. C'est pas compliqué, là. Si vous ne passez pas à la télévision, vous êtes rien. Vous pouvez passer à la télévision pour dire n'importe quelle niaiserie, ça n'a pas d'importance, vous allez être identifié comme un contributeur à la grande vie sociale et culturelle du Québec. Le débat sur la décentralisation dans l'ouvrage nous renvoie à cette idée que un régime qui n'est pas construit sur la diffusion, ou plutôt sur la diminution ou l'effraction de la responsabilité, comme c'est le cas actuellement, amène de plus en plus, par effet de contraste, nos élites à n'être responsables de moins en moins de choses.
Et dans les régions, c'est vrai plus qu'ailleurs. On les entend continuellement réclamer des choses que le Québec lui-même ne peut pas leur donner. Des campagnes de obtenir le savoir. Donc, sur le plan politique, il me semble que le livre, le récit, montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser dans la cohésion sociale du Québec. Évidemment, comme je le vois sur l'effet de contraste, je vais insister davantage sur ces aspects-là, mais leur charge positive, par ailleurs, ce sera, à mon sens, la tâche de nos politiciens actuels d'aller la chercher et de la canaliser. Sur le plan économique, là, c'est intéressant parce que ce que montre l'ouvrage, et reprenant la thèse de Jane Jacobs sur le statut de Montréal comme métropole, ça montre bien que pour être un espace national, il faut aussi être un espace économique. Et ça suppose, pour que ce soit le cas, que ça se reconstruise dans une question qui est fondamentale, celle des infrastructures. Or, l'infrastructure névralgique, c'est le fleuve du Saint-Laurent. L'ouvrage le montre dans une structure de co-gestion et aurait participé le Québec au traité international de régulation des eaux. Mais le fleuve, c'est plus que ça. C'est tout l'aménagement portuaire et le droit maritime. Le Québec indépendant, c'est Gaspé qui sera son port le plus stratégique. C'est cette île. Pour que ce soit le cas, on comprend bien que nécessairement, la structure de l'association que nous proposait le projet aurait été vite en contradiction, parce que ça restructure la côte Est. Ce sont les maritimes qui vont devoir réorganiser, et c'est la même chose pour les aéroports, où là, la chose est déjà consommée. Toronto a réglé le cas. Montréal n'est plus un aéroport stratégique. La question des diversifications est extrêmement importante parce que Montréal ne peut remplir son rôle qu'à la condition d'être le moyeu dans une eau. Nous partent des rayons sur l'île d'Arlande, sur son territoire. Or, le Canada a fait des choix qui, au contraire, déstructurent et rendent de plus en plus difficile la création de ces liens-là. Et là, il y a une conséquence majeure qui est apparue dans les 10 dernières années, particulièrement, c'est la tentation des élites métropolitaines de se désolidariser du Québec. Encore la semaine dernière, il y avait à Télé-Québec un débat, faut-il fermer les régions? Tous les pays développés ont des problèmes de développement régional. Avez-vous entendu parler des États-Unis de réfléchir à voix haute s'ils allaient faire disparaître l'Ohio ou le Wyoming ou l'Idaho, la Louisiane? Donc, les enjeux de diversification se traduisent en cohésion nationale. Pour que Montréal remplisse son rôle, il faut qu'il y ait une solidarité. Et cette tentation-là de se désolidariser du reste du Québec, elle est très forte dans une fraction des villes montréalaises qui se voit davantage en échange et en lien avec Boston, avec Philadelphie, Chicago, tout le monde bien intéressant. Enfin, quatrième dimension qui ressort, me semble-t-il, d'une manière extraordinaire, c'est la démographie et l'occupation du territoire.
qui, encore une fois, nous renvoie à la notion d'espace national. L'occupation du territoire, c'est à la fois dans l'espace de la culture la décision d'assumer les terres, c'est-à-dire de vivre avec une structure de peuplement que nous voulons prolonger, ou encore sa soumission à la logique économique. Au moment où nous parlons, il y a un très puissant lobby de compagnie papetière qui propose un plan de restructuration dans lequel à peu près 60 villes mono-industrielles ou villages mono-industriels risquent de passer à la moulinette. Pour contrer une logique comme celle-là, il n'y a que le principe national que nous pouvons invoquer. La rationalité économique a déjà réglé la question. Il n'y a pas de rentabilité démontrable à maintenir ouvert le nord du lac Saint-Laurent ou même la péninsule gaspésienne. Donc, ce que, par effet de contraste, nous voyons, c'est que notre réalité est de moins en moins contenue dans nos propres fictions. Parce que dans le récit, au fond, ce qu'on voit apparaître comme condition de réussite, c'est ce geste inouï qu'aurait pu faire Robert Bourassa. C'est-à-dire d'accepter qu'à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel il n'y a plus de volonté au Québec. Actuellement, la grande victoire des fédéraux, et le livre là-dessus est accablant, je dirais, à la fois par l'habilité avec laquelle il montre comment tout ça est vraisemblable, comment ces personnages auraient pu se conduire, alors qu'ils sont devenus des inconditionnels du Canada. Quoi qu'il advienne, il faut lire la presse tous les jours, là, ça n'a aucun sens. Il n'y a jamais rien dans les intérêts du Québec qui ne vaille la peine de dire assez, c'est assez. Et le sort de Mario Dumont est peut-être celui qui est le mieux contrasté dans le livre, au fond. Parce que, justement, c'est ce seuil-là que lui-même est allé brûler dans son discours de Toronto. Alors donc, moi, j'ai trouvé que, au-delà du plaisir qu'on peut avoir à lire sur ce qui se serait passé, je trouve que la carte la plus dure de ce livre-là, c'est le portrait qu'il dresse de ce que nous avons à faire. C'est beaucoup, parce que ce que nous avons d'abord à faire, c'est de recommencer à définir notre situation dans le réel et non pas dans le discours politique. Parce que, autrement, nous fonctionnons sur des catégories qui sont littéralement dépaysées. Et moi, je pense qu'on a intérêt à se confronter à la fiction, parce qu'on sait que le réel la dépasse tout le temps. Merci. Denis, dans son livre, en conclusion, parle de la solidarité nationale. Tu viens de parler de la cohésion nationale par l'organisation des régions. Et je nous signale à nous, Montréalais, que dans la conception de l'auteur, Montréal est une région, au même titre que les autres. Donc, cohésion nationale, solidarité nationale. Moi, l'expression qui m'a frappé le plus fort, qui m'a arrêté même, parce que je ne l'avais jamais vue nulle part. Elle est écrite là, une fois en tous les cas. C'est celle d'unité nationale québécoise.
J'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais entendu non plus, car s'il y a une expression que l'on entend souvent, tous les jours, on nous rabâche les oreilles, c'est bien sûr l'unité nationale. On ne prend même plus la peine de préciser qu'il s'agit de l'unité canadienne. Même ceux qui parlent du Québec comme une nation parlent la phrase d'après de l'unité nationale canadienne. S'il y a deux nations, comment peut-il y avoir une unité nationale? Enfin, moi, je dis comme ça, c'est de voir cette expression et écrire ces mots, dire ces mots, les lire, les faire lire, les entendre. C'est déjà, au fond, une action politique, une action qui va nous mener, je l'espère, je le souhaite, rapidement, à la cohésion nationale, à la solidarité nationale et à l'indépendance nationale. Je vous signale que l'immeuble ici de la Société Saint-Jean-Baptiste est ici dorénavant au 82 de la rue de l'Indépendance nationale. Si vous lisez le livre, l'auteur a pris la peine de souligner ce petit détail qui est épargné. Il ne pensait pas à l'immeuble de la Société Saint-Jean-Baptiste, il pensait à la rue Sherbrooke, et pas parce que ça avait été la rue du général de Gaulle en 68, pour toutes sortes d'autres, en 67, pour toutes sortes d'autres raisons. Et je crois qu'effectivement, ça c'est une partie importante de son travail, appeler l'attention sur le travail symbolique, le travail de la politique, même je crois qu'il emploie l'expression de politique identitaire, de construction de l'identité nationale, et j'étais content tout à l'heure de voir que André nous signalait que partout au Québec, dans toutes les villes, peut-être pas dans tous les villages, mais dans toutes les villes du Québec, il y a une rue qui s'appelle la rue de l'Indépendance nationale. Alors, voilà le chemin sur lequel nous sommes engagés. Ce n'est pas un chemin facile, nous le savons. Nous en avons vu des moments difficiles, nous en avons connu des obstacles, et tous les obstacles que nous avons connus et que nous avons surmontés vont nous aider, nous aident aujourd'hui à surmonter ceux qui vont se présenter à nous d'ici au 24 juin de l'année 1981, dit-tu dans ton livre. Alors, je veux tout de suite vous passer la parole. Certains voudront intervenir. Comme j'ai limité le temps de parole de ceux qui s'étaient préparés longuement à venir vous adresser la parole, je vais aussi, si vous permettez, limiter le temps de parole de ceux qui vont maintenant poser des questions. Idéalement, je souhaiterais que ceux qui vont prendre le micro posent des questions ou fassent une petite intervention, que cela ne dépasse pas dans chaque cas 1 minute. Vous avez la parole. Merci. Je veux savoir, il s'avère que dans la presse québécoise, j'ai intitulé un texte, je fais une recension mensuelle, un Québec devenu libre, oh, quel beau lapsus, un Québec devenu libre. Et je vais lire simplement la conclusion, parce qu'effectivement, tout ce qui a été dit était intéressant. J'avais 500 mots pour dire ce que j'avais à dire, alors c'est pas toujours nuancé. Et la conclusion est la suivante, et je trouve intéressant ce qu'André a fait en épilogue, parce que ça vient entrecouper en fait ma conclusion. Une grande absence dans ce Québec souverain, la culture. Les politiciens de la Nouvelle République québécoise n'y font jamais mention et leur vision en cette matière est à peu près anecdotique. À cette société devenue normale, pourvue d'une maturité démocratique, favorisant une politique d'ouverture au monde, il est difficile d'imaginer que ce qui constitue son âme ne participe pas à l'aventure humaine d'un Québec devenu libre. J'aimerais ça que vous commentiez cette conclusion. C'est un vaste débat. Je n'ai pas l'impression que l'obsession culturelle est un phénomène qu'on retrouve dans des sociétés qui sont indépendantes depuis un certain temps. Mais je crois que, par exemple, en France ou en Angleterre ou en Allemagne,
l'État ne se préoccupe pas de devenir de la culture. Nous, on est obsédés par cette question parce qu'on doit survivre culturellement. Une fois que notre survie est assumée collectivement, chaque individu assume la culture. Et bon, la créativité se développe dans toutes les directions. On peut avoir des débats sur la culture, j'en conviens, mais que l'État soit le maître d'œuvre du développement culturel, c'est pas, à mon avis, une réalité qu'on va retrouver dans les pays qui sont souverains depuis un certain temps. Et je comprends que nous, ça nous préoccupe, parce qu'on n'est pas souverain. Une fois qu'on va être souverain, on n'aura pas à se torturer les ménages pour savoir comment assurer le développement culturel de la société. Ça va se faire de façon naturelle. Toutefois, dans le bouquin, je fais des références à cette dimension-là. Il y a une politique du patrimoine qui est mise en œuvre, une politique des commémorations. Mais je ne voulais pas non plus me lancer dans une vaste description. J'avais des ambitions très modestes et je ne voulais pas aborder tous les aspects. Il y a des aspects qui ne sont pas traités dans ce livre-là et que d'autres vont considérer très importants, beaucoup plus que la culture. Par exemple, toute la dimension sportive. Bon, je vais parler de sportive. J'ai dit au départ qu'il y a des pans de la réalité que je ne traiterais pas parce que ça se voulait un livre, un manuel d'histoire pour les jeunes générations. À mesure où l'avenir de notre culture est assuré, les jeunes générations ne se posent pas de questions existentielles sur la culture. C'est pour ça que je n'en ai pas traité de façon extensive. Robert, tu voulais intervenir rapidement là-dessus? Oui, très rapidement. Pour dire que, dans le fond, la conclusion de l'ouvrage aurait pu ouvrir davantage là-dessus, parce que une partie des préoccupations exprimées sur la citoyenneté sont des préoccupations qui concernent la nature des sociétés postmodernes, si on veut. Et je crois que dans les faits, les sociétés sont en passe de redonner, un peu comme ça s'est obligatoirement fait à la Renaissance, un rôle central à la culture. On ne peut pas parler de l'économie du savoir, on ne peut pas parler de l'économie de la connaissance sans qu'il y ait au centre de tout ça une valorisation qui ne soit pas instrumentale, qu'il y ait donc une véritable valorisation de la vie de l'esprit et le véritable culte des œuvres, qu'elles soient scientifiques, techniques ou politiques. Alors de ce point de vue-là, je pense que ça ne sera pas une inquiétude existentielle qui va mettre la culture au centre, ça va être davantage, je dirais, une nécessité d'ordre évolutif, c'est-à-dire que les sociétés sont rendues là, elles carburent maintenant à l'invention, et c'est toutes les sociétés occidentales qui sont rendues là, et les autres courent rapidement derrière, et à ce jeu, justement, elles peuvent nous dépasser parce que c'est la matière grise plus que la biographie qui, cette fois-ci, va faire la différence. Je sais qu'André a demandé la parole et il va l'avoir, mais je sais que Pierre est devant moi, du haut de sa stature de chef du Parti social-démocrate. Alors, on reçoit ta question, ensuite on passe la parole à André, et on revient, j'imagine que Denis voudra répondre à ton intervention. Bien. Bon, ma question est relative au Parti québécois, à la nature même du Parti québécois. Ce qui est le ciment unifiant au Parti québécois, c'est le projet de créer le pays du Québec. Une fois que le Québec est devenu pays, le Parti québécois perd ce ciment unifiant. Il doit donc nécessairement s'effondrer en quelque sorte et de nouveaux partis apparaîtraient qui seraient soit à droite, soit au centre, soit à gauche, mais le Parti québécois, lui, ne pourra pas continuer, ne pourra pas conserver son unité, me semble-t-il. Et c'est pas parce que je suis social-démocrate
que je dis ça. Réserver ta réponse. Je vous ai donné la parole à André qui m'a demandé. On dit que tu étais sur la culture. Oui, mais. Ça va permettre à Denis de préparer sa réponse. Parce que moi, j'avais préparé un assez long texte, et justement, il y a beaucoup de notes de rappel, parce que je suis un gars qui a fait des textes comme ça. Il y avait dans une des notes de rappel, l'indépendance aura-t-elle des accidents, est-il vraisemblable de penser que le Parti québécois, un parti de coalition, va survivre à l'indépendance? Poser la question. L'indépendance aura-t-elle des effets sur la natalité? Aidée, bien sûr, d'une politique familiale facilitante. J'ai eu l'air à faire un texte facile, mais en fait, je répondais à beaucoup de questions. Mais par rapport à ce que Bruno disait, moi, j'ai été à l'Assemblée nationale. J'ai été étonné de voir comment on citait à peu près pas nos auteurs. On a beau dire que dans des pays comme la France, la culture n'est pas une préoccupation politique. Elle est présente, elle a été institutionnalisée par l'enseignement, par l'école. Un jour, je suis allé, parce que j'ai travaillé un dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. On est allé voir le ministre parce qu'on avait plus de subvention, puis il fallait avoir un manque à gagner de 75 000 $ pour pouvoir continuer ce travail de bénédictin. Et le ministre, on est allé voir, il était un ministre du Parti québécois à l'époque, et il nous a accordé cet argent-là, finalement, et puis il nous a dit à la fin, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider les professeurs de français? Et j'ai dit oui, vous pouvez demander, faire en sorte que, comme ministre de l'Éducation, on enseigne davantage la littérature québécoise en classe. Et la réaction que j'ai eue, c'est est-ce qu'on peut enseigner Michel Tremblay? Alors, il y a quelque chose là comme si notre culture était une sous-culture. Moi, je veux dire, j'ai été fier le jour où Bernard Landry, dans son budget annuel, a cité Gaston Miron. Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance. J'aurais dit comment dans les yeux, je me lancerais sur un sol aigu et oui. Les députés, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai chanté une fois à l'Assemblée nationale, tout le monde était jaloux. Je vais en faire autant. Bon, je n'avais pas chanté n'importe quoi. Je vais tenter une réponse à Pierre. Là, on est parti. Tu réfléchis, toi, en fonction de l'échec. Mais si on réfléchit en fonction du succès, de la victoire d'un parti qui mène un peuple à sa libération nationale, ce parti a beau être centré sur cet objectif, il y a un air d'aller dans le temps qui va empêcher sa désintégration. Donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'un parti qui réalise la libération nationale en a au moins pour 20-25 ans à s'inscrire dans le paysage politique. Ce que tu décris comme phénomène se produit, bien sûr, dans mon livre. Il y a des éléments qui vont quitter le Parti québécois, donc toi, pour fonder le Parti social-démocrate, le parti plus à gauche, effectivement. Il y a des environnementalistes qui vont aussi quitter le Parti québécois. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un système politique bicaméral, avec scrutin uninominal à un tour de l'Assemblée nationale et proportionnel à la Chambre des régions. Ce qui fait que le Parti québécois va pouvoir persister dans le temps et reprendre le pouvoir avec Jacques Parizeau, qui va refaire l'unité des forces, disons, progressistes, après le passage de Bernard Johnson. Et donc, le Parti québécois va persister au moins jusqu'en 2025. Donc, ta prévision, à mon avis, n'est pas réaliste si on tient compte de la psychologie des mouvements qui réussissent leur libération. Si on se positionne dans la psychologie de mouvements qui échouent, là, je me sens obligé de prendre la parole, de peur que je ne l'apprenne, de peur que si je ne l'apprends pas, si je demeure silencieux, mon silence soit mal interprété. D'habitude, je me lève pour rouspéter dans nos assemblées. Ce soir, non. Je suis enchanté de tout ce que j'ai entendu. Et je veux vous féliciter et vous dire que je ne rouspète pas, ni de manière silencieuse, ni autrement,
je suis au contraire ravi de ce que j'ai entendu de la part des 4 participants à la table, et je vous en remercie. Si vous voulez bien vous identifier. Oui. Jean-Claude Sylvain, président du comité souverainiste de l'UQAM. Alors, bravo pour votre livre. Hein. C'est très intéressant de voir une fiction qui aurait pu être la réalité d'aujourd'hui en ce moment. On serait dans un pays qui s'appellerait le Québec. Ce qui est intéressant, ce que je veux apporter comme point, je trouve le choix de Robert Bourassa comme premier président de la République un peu curieux. J'aimerais ça vous avancer là-dessus. Donc, oui, il aurait pu le devenir même en 89, lorsque l'accord de Lac-Meach a été rejeté par le Canada. Donc, il aurait pu être le bâtisseur du pays, il l'a refusé. Et c'est drôle qu'un homme de cette stature, quand même, parce qu'il était un grand, on peut l'admettre quand même, il était un grand premier ministre. Il fait de grandes choses. Sur le plan économique, là, c'est un grand premier ministre. C'est un modèle. Mais sur le plan politique, c'est un homme hésitant. Un homme qui, en tout cas, qui pose un questionnement à l'histoire, qu'on pourra, évidemment, les historiens pourront l'analyser plus tard, puis on analysera on devrait plutôt regarder l'œuvre de l'homme plus en détail, pour se mieux se connaître. Parce qu'il fait partie de nous aussi. Même si ça a été un adversaire, il fait partie de nous. Et donc, tout c'est intéressant de voir ça. Puis Parizeau, évidemment, ça aurait été... évidemment, c'est un grand homme d'État. D'ailleurs, on va l'accueillir à l'UQAM le 31 octobre, donc en conférence. Il va venir parler aux étudiants. Et ça va être un grand moment aussi. Merci beaucoup pour votre livre et puis je vais sûrement prendre une copie. Merci de votre commentaire. Je pense que vous avez mis le doigt sur une dimension cachée de l'ouvrage qui m'a moi-même un peu étonné. J'ai accordé effectivement beaucoup de place à Robert Bourassa et c'est dû à ce que vous dites. Je pense que Robert Bourassa a été très méprisé par l'élite intellectuelle québécoise parce que, dans le fond, on ne s'est pas beaucoup intéressé à ce qu'il racontait. Et l'été où j'ai écrit ce livre, l'été l'an dernier, j'ai lu à peu près 150 discours de Robert Bourassa. Et j'avoue que je trouvais ça fascinant. Beaucoup plus, là, je vais faire un peu, beaucoup plus que les discours de René Lévesque, qui sont relativement insignifiants. Bon, ça c'est un autre livre qui s'annonce pour plus tard. Donc, pourquoi Robert Bourassa? D'abord, dans le scénario au départ, c'est quand même Robert Bourassa qui fait démarrer le oui, c'est-à-dire c'est lui qui permet au oui de passer. Et là, évidemment, j'ai une espèce de postulat de prérequis intellectuel. Je me dis, faire un pays, ça suppose, on en a parlé, une cohésion nationale. C'est vrai que s'il y avait entente entre le Parti libéral et le Parti québécois, on serait souverain depuis longtemps. Et alors, pourquoi ça ne s'est pas produit? Où est le blocage? Et dans mon livre, le blocage, évidemment, c'est Claude Ryan. Il va évidemment disparaître parce qu'il s'est fait flouer par Trudeau. Mais tous les Québécois se sont fait flouer par Trudeau. Donc j'ai sauvé du naufrage de Bourassa parce qu'il avait été, comme vous l'avez bien souligné, en position de faire naître le pays. Il pouvait réaliser l'alliance PQ, Parti libéral. Souvenez-vous, quand Jacques Parizeau se lève à l'Assemblée nationale et va saluer mon premier ministre, on avait là le contexte idéal pour accéder à la souveraineté. Donc, c'est ces raisons-là qui m'ont amené à lui donner un rôle plus important dans le livre que ce qu'on aurait pu attendre d'un souverainiste. Il est même le premier, si j'ai bien compris, à accéder au Panthéon québécois. Ah oui, tout à fait, il y a un Panthéon. Je me demande si ce n'est pas au fond une façon d'exprimer ton regret que l'alliance dont tu viens de parler, Parizeau,
Bourassa ne se soit pas réalisé au lendemain de l'échec de Nietzsche. Je crois que c'est peut-être là où l'histoire aurait été différente. Maintenant, des psychologues ou des psychiatres pourront nous expliquer un jour pourquoi Bourassa ne l'a pas fait, n'a pas voulu, n'a pas eu le courage, dit-on dans nos milieux indépendantistes, d'accepter la main que lui tendait Jacques Parizeau. Je suis sûr qu'il y a d'autres. Robert, tu vas intervenir, je crois qu'ensuite ça va être Marcel qui va poser la question. Très brièvement là-dessus, ce que consacre Robert Bourassa en refusant de franchir le dernier seuil, c'est il consacre la posture politique de Claude Ryan. C'est-à-dire qu'on peut ergoter toute sa vie. Mais quand arrive le moment de se compter, on ne se trompe pas trop bien. Ryan était un inconditionnel du Canada. Et la posture de Robert Bourassa, ça a été de rendre ça explicite, et il a été effaré lui-même de ce qu'il a mis en scène. Rappelez-vous, Robert Bourassa a formé le comité à l'air. Et le comité à l'air, qui est la rampe de lancement de la DQ, a défini pour la première fois au Parti libéral un seuil de rupture. Le rapport à l'air dit qu'il y a 21 champs de compétences indispensables. Entre ça, de ce nombre, on ne marche pas et on va à l'encontre des intérêts du Québec. Bourassa a été pris d'effarement devant une formulation qui rendait plus possible le recours à l'ambivalence. Et c'est la raison pour laquelle il a discrédité le rapport et donné naissance à la DQ. Mais fondamentalement, la définition du seuil de rupture posait d'une manière très crue la nature du projet politique. Et les élites du Parti libéral se sont rangées derrière une adhésion inconditionnelle. Quelle que soit la condition, on est canadien. L'anecdote qui circulait à Québec durant ces semaines-là était assez extraordinaire. Rappelez-vous, le bœuf de Matane, qui était l'intellectuel par excellence du Parti libéral, Marc-Yvan Côté, qui, avant de juste faire des transferts en argent liquide pour des campagnes sales, se promenait partout au Québec en disant « on va faire l'indépendance, M. Bourassa nous l'a vu ». Vous vous souvenez pas de ça? Il y avait, absolument, il y avait à ce moment-là, les journaux en avaient fait, et là d'ailleurs, Marc-Yvan Côté ne se possédait plus. Le bœuf cafait d'impatience, il y avait eu le signal. Il pensait, évidemment, c'était formulé avec un esprit bovin, bassement et étroitement partisan, mais ça posait tout simplement que le verrou venait de sauter. Et à partir du moment où, à l'interne, et on peut imaginer que ça a dû brasser dans la chaumière chez Bourassa, à partir du moment où on a décidé de discréditer le rapport à l'air, ça a été terminé. Et d'ailleurs, Bourassa lui-même n'a plus jamais été le même homme après. Il a été plus politicien comme des peuples dans la dernière phase de son deuxième mandat. Et c'était exclusivement à cause de ça. Marcel, ensuite Marc, quand on a parlé. Oui, moi je suis d'accord avec lui qu'il y a un chapitre peut-être qui est passé d'écrire. À l'avenir, ça serait sur l'intégration des immigrants. Peut-être qu'on aurait évité Polytechnique et puis Dawson si le Québec avait été indépendant, qu'on avait intégré les immigrants. Il a des questions dans la conclusion. Il y a des questions quand j'analyse les effets du républicanisme, comment on va développer une culture civique. Oui, j'ai abordé une intégration beaucoup plus harmonieuse. Je parle de critique l'autisme culturel que produit le multiculturalisme. Donc, oui, c'est des dimensions qui sont là.
C'est oui qui vient nettement, clairement, le Québec est une société multiculturelle sans idéologie multiculturaliste. Je crois que c'est assez clair, sinon l'auteur pourra revenir là-dessus, mais je vois que Marc veut intervenir. Un mot là, pour poursuivre l'analyse que vient de faire Robert au sujet du seuil non franchi par Bourassa à cause de la haine. La même chose s'était produite en 67 avec l'inconditionnel du fédéral, c'était pas de Génératoire. Et il y avait le Parizeau du temps, et le parti a eu le même effet d'exclure plutôt que d'aller dans cette voie nationale. C'est le même, exactement la même histoire. Bonjour, mon nom est Jean-Martin, je suis chef président de la section de la Belgique qui a organisé la soirée ce soir. En tant qu'auteur de fiction, qu'est-ce qui vous a le plus amusé à créer dans votre livre? Parce que dans tout le livre, on a une partie là, c'est ça que j'aimerais que ça soit. Puis l'autre partie, mon Seigneur, je suis obligé de m'occuper de ça, d'en parler, ça ne me tente pas. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé, ou encore qu'est-ce qui vous a le plus fasciné là-dedans? Et inversement, qu'est-ce qui vous a posé le plus de trouble à imaginer, à mettre sur papier? Quel est en fait presque le défi de l'indépendance? Je dois dire que je me suis fait plaisir dans ce livre, donc je n'ai pas éprouvé de difficultés ou de souffrances particulières. Par contre, ce qui m'a, disons, le plus intéressé, amusé, passionné, ça remonte à aux motivations qui m'avaient amené à choisir la science politique. Quand j'étais étudiant au Collège Sainte-Marie, j'étais décidé à faire de la science politique parce que je voulais écrire la Constitution du Québec souverain. Et là, j'avoue que je me suis fait plaisir quand j'ai rédigé ma Constitution. Ça a été assez difficile, j'étais flottais. Et je ne me suis pas privé d'aborder tout ça. Il y a beaucoup de dimensions dans ce livre. C'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas traitées, mais à chaque page, il y a une idée nouvelle. Et il faut peut-être y porter attention. Par exemple, sur le plan de la Constitution, parce que j'ai écrit une Constitution, sur le plan de la Constitution, j'aborde un problème qui n'a jamais été traité par les souverainistes. C'est l'omniprésence du common law dans notre système légal. Personne n'a réfléchi à ça. Et donc, moi, je l'abolis le common law, on passe un droit codifié, etc. Donc là, on fait énormément plaisir. Sans vous parler du débat sur la proportionnelle que j'ai réglé, je pense, à la satisfaction de Marc. Le système présidentiel avec le système parlementaire, ça aussi, c'est assez intéressant pour moi. En tout cas, je trouve ça intéressant. Les parties peut-être plus difficiles, ça a été le multiculturalisme. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Mais avec la formule que j'ai trouvée, une société multiculturelle sans idéologie multiculturaliste, là, je crois que j'ai débloqué. Mais j'avoue ça m'a posé plus de difficultés. Si je peux faire un commentaire là-dessus, moi je rejoindrais davantage la question que André a soulevée. D'abord, les seuils d'immigration qui sont définis dans le livre là-dessus sont nettement, à mon sens, surestimés, parce que les soldes migratoires ont tendance à baisser un peu partout. Mais d'autre part, je crois effectivement que la poussée libératrice de l'accession à l'indépendance aurait un effet structurant sur la morphologie sociale du Québec. Je crois qu'avant d'avoir un impact sur la natalité, ça aurait probablement davantage un impact sur la mortalité. Nous n'avons pas le taux de suicide parmi les sinon le plus élevé du monde. Il y a
Il y a toute une littérature sur la perte de sens et la disparition de l'horizon sur ces questions-là qui mériteraient d'être revisitées. D'autre part, effectivement, on sait que les conduites de natalisme sont souvent la conséquence immédiate des grandes victoires collectives. C'est observable dans beaucoup de sociétés. Cela étant dit, je ne crois pas que le Québec devienne jamais une société multiculturelle. Je crois que certains de ces grands centres urbains vont être un peu plus cosmopolites. Mais la société québécoise, à 82% francophone, ne descendra pas en bas de ces seuils-là. Pour une raison bien simple, c'est qu'une immigration réussie fait qu'un Johnson ne se voit pas comme multiculturel, c'est un Québécois. Alors, de ce point de vue-là, la façon de poser le découpage de la population en multiculturelle est, à mon sens, une façon transitoire. Nous sommes tout simplement empêtrés dans un vocabulaire. Montréal va rester une ville cosmopolite. Mais avec l'indépendance, ça va être une vraie ville française. C'est ça la différence. Oui, j'ai moi développé une politique de l'immigration très active. Et donc, on fait venir beaucoup d'immigrants parce que le Québec est devenu une société extrêmement prospère. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on attire beaucoup d'étudiants français, belges, suisses et beaucoup aussi d'étudiants qui viennent des pays africains, du Maghreb, parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Et si tu veux appliquer une politique vis-à-vis des régions, il faut les peupler, ces régions-là. Et donc, ça va nous prendre de la main-d'œuvre, ça va nous prendre des immigrants. Mais ils vont être, quand on va contrôler notre politique d'immigration, ils vont être principalement francophones. Donc, c'est vrai que le taux de francophones ne baissera pas dans le Québec indépendant, c'est évident. On va peut-être augmenter de façon importante, à 85-90%. Mais il n'en demeure pas moins que tu vas avoir des origines culturelles très différentes. On a des différences, une diversification culturelle. Je ne peux pas passer par-dessus cette réalité, d'autant plus que les communautés sont déjà établies, mais vont rester. Ça, c'est mon postulat. Donc, les anglophones, en grande partie, vont aussi rester, sauf quelques fanatiques, exilés, pour essayer de combattre le Québec souverain. Là-dessus, je reste quand même assez réaliste. Je prévois des franges radicaux anglophones qui veulent prendre les armes pour ramener le Québec dans le reste du Canada. Il y a une partie de la réunification canadienne. Donc, ça reste posé. Moi, comme la personne au micro, je voulais peut-être dire que une des choses qui, pendant l'excellence du livre, mais une des choses qui m'a un peu déçu dans ce livre-là, c'est le peu d'intérêt qui semble être manifesté pour le Canada français. Pour moi, c'est quelque chose d'important, le Canada français. Il y a 1 million de francophones aux États-Unis, puis 1 million de francophones au Québec. Et je crois beaucoup que l'indépendance du Québec va renforcer les communautés francophones au Canada, en particulier comme celles qui s'appuient sur notre territoire. L'Ontarioisie, l'Ontario français, le Haut-Ontario et le nord du Nouveau-Brunswick, par influence de l'Acadie. Un peu comme la Suisse romande et la Belgique romane, appuyées sur la France, sont des territoires qui tiennent le coup, en dépit du fait qu'il y a une montée de la langue allemande en Suisse et puis qu'il y a une montée de la langue flamande en Belgique. Et je sais, Denis a montré qu'il y avait des relations, il y avait des échanges de profs, mais c'est un peu du missionnariat, on leur envoie sans prof, un peu comme les Français nous amenaient des coopérants à l'époque. J'aurais aimé voir davantage une sorte de dialogue culturel
pour les Franco-Américains aussi. C'est pas un reproche, mais c'est juste j'ai été un peu surpris de ça parce que c'est quand même, on a quand même des devoirs envers la communauté francophone du Canada, si on fait la souveraineté, puis justement, eux qui la veulent pas, ils devraient la vouloir, ou ils la voudront après tout, parce qu'ils vont s'apercevoir que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ce qui leur assure. Ils leur assurent pas leur salut. Dans la mesure où plus ils sont éloignés, plus la langue devient culturelle. Bon, comme tu le rappelles, il y a une politique de soutien pédagogique aux communautés francophones extérieures du Québec. Mais bon, moi, j'ai surtout misé sur une politique du retour. Je pense qu'en Amérique du Nord, il faut consolider la communauté francophone. La dispersion des francophones est un désastre. Et donc, comme l'a fait l'État hébreu, j'ai suivi à la lettre la politique de l'État hébreu. Et ça, c'est assez fascinant. J'ai fait beaucoup de recherches en malgré tout pour ce livre, parce que je suis allé fouiller pour savoir comment on faisait ça, une politique du retour. Que font les Hébreux? Donc, je vais appliquer la politique de l'État d'Israël pour favoriser le retour. Les Allemands en ont fabriqué aussi. une. Tu as raison aussi. Et donc, c'est des choses intéressantes. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé. Comment on fait pour entrer dans l'OTAN? Moi, je suis un militariste dans mon livre. On a une armée. Et donc, il faut maintenir les alliances. Et comment on fait pour entrer dans l'OTAN? Il y a déjà. Bon, j'ai fait des recherches là-dessus. Donc, comment on fait pour entrer aux Nations Unies? Les juristes spécialistes, eux, c'est sans doute une chose qui connaissent facile. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à donner de la plausibilité aux thèses. Donc, pour la question des minorités au Québec, francophones, je pense que leur avenir, c'est en renforçant le groupe qui est concentré majoritairement au Québec. Personnellement, les minorités à l'extérieur du Québec, que ce soit sans la souveraineté ou avec la souveraineté, je pense que ça n'a pas beaucoup de perspective. Je ne parle pas des minorités qui sont en Acadie, même sur la frontière de l'Ontario, mais c'est quand même qui sont partis. Puisque tu es là-dessus, il y a une chose qui m'a frappé au sujet de la loi du retour, dans ton livre. La loi du retour concerne ceux qui sont nés au Québec, ceux qui sont nés au Québec, ou ceux qui sont de parents nés au Québec. Ça ne va pas plus haut dans la généalogie. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible qu'un État libre du Québec, un État souverain du Québec, engage une politique de rapatriement ou de retour, appelez-le comme vous voulez, de tous les francophones, partout en Amérique du Nord. La loi du retour des Israéliens, pour des raisons évidentes, ne s'applique pas uniquement à ceux qui étaient nés sur le territoire de la Palestine ou à ceux dont les parents étaient nés sur le territoire de la Palestine. Elle s'adresse à tous les juifs de l'univers. Je crois que c'est la même chose pour la loi du retour en Allemagne, pratiquée par les Allemands. Et au-delà de ma question, bon, c'est peut-être pas si important, c'est un détail dans ton livre. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 30 ans, c'est devenu un tabou dans le mouvement indépendantiste québécois. On ne peut plus parler de retour des Canadiens français. Je crois que la dernière fois où il en a été question, c'était aux États généraux de 76, 68, 69. Et je ne sais pas, c'est devenu une faute contre. Et pourtant, on pourrait très bien conduire les deux politiques. Une politique de soutien à ceux qui veulent vivre dans ces milieux-là comme francophones, et d'encouragement à ceux qui veulent quitter pour revenir. Mais dans les faits, le débat s'est structuré. La loi du retour, c'était comme le verdict qu'il n'y avait plus rien à faire au Canada et que nous avions, en quelque sorte, prononcé le pronostic fatal. Alors qu'il est possible de le conduire autrement. Effectivement, par exemple, les Allemands sont quand le mur de Berlin est tombé, ont offert aux Allemands qui vivaient en territoire russe
à partir de la guerre de Crimée, ils ont pu revenir en Allemagne, moyennant un certain nombre de conditions, bien sûr, qu'ils devaient établir. Mais au-delà de ça, il y a un autre tabou que ça accompagne, c'est celui que nous devenons maîtres du territoire. Une loi du rapatriement, c'est une loi qui dit nous avons un territoire sur lequel nous décidons qu'il y aura des populations. Et c'est un des gros tabous qui est en train de se fissurer actuellement sous les hauts cris des élites du Lac-Saint-Jean. Depuis 2 ou 3 ans, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean interviennent de plus en plus souvent pour dire ça n'a pas de sens, l'exode des jeunes, notre population s'en va, il faudrait qu'il y ait des incitatifs pour ramener de la population sur le territoire. Pour ramener de la population sur le territoire, ça s'appelle une politique de population avec un programme d'établissement. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui font ça actuellement, mais il y en a. La Norvège fait partie de ceux-là. Israël fait partie de ceux-là dans des conditions qu'on connaît. Hélas, il connaît trop bien. Mais la question du choix de maintenir ouvert un territoire dans la politique d'immigration, par exemple, repose sur une espèce de candeur. C'est que nous pensons, et nos gens de la Chambre de commerce du Québec, là, on fait preuve de cette candeur-là, en s'imaginant que c'était la loi 101 qui était l'obstacle à l'immigration dans la région de la capitale. Dans les faits, ce que les sociologues et les démographes de l'immigration nous ont montré, c'est qu'il existe une telle chose que des patterns migratoires, ça se passe pas nécessairement comme les politiques le prévoient, et que la seule façon de diriger une population sur un territoire, c'est avec des programmes d'établissement. C'est pas avec uniquement de la croissance économique, c'est pas seulement avec des incitatifs rhétoriques, c'est par des choix véritables de maintenir, par exemple, des infrastructures ouvertes. Actuellement, par exemple, le fait que le Québec ne puisse pas, vous savez que le fédéral, plutôt que de transférer les quais dont il ne voulait plus s'occuper au gouvernement du Québec, a préféré les laisser pourrir de manière à détruire la possibilité que cette infrastructure-là puisse être remise en état. Exactement. Donc, c'est une politique délibérée de conduite. Ça s'appelle la terre d'Olivier populaire, là. À une autre échelle, je veux bien, mais c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Alors, pour maintenir un territoire ouvert, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises de la part de l'État. Et ces décisions-là n'ont de sens qu'en fonction de véritables choix d'établissement. Et la France elle-même est en train de le faire. La France a une politique, la politique du dernier commerce, où on va soutenir un minimum d'infrastructures commerciales dans les villages pour maintenir la possibilité d'en faire des habitants viables. Toutes ces questions, nous ne pouvons pas les aborder sereinement, parce qu'il y a une véritable obscénité à nous penser comme maître de notre devenir, y compris dans la démographie, y compris dans la location, en 2020, des ressources humaines sur le territoire. Les politiques d'immigration du gouvernement du Québec se perdent en excuses, en précautions oratoires, en incantations pour la régionalisation de l'immigration, et même si ça fonctionne relativement peu, pour ne pas avoir à expliquer que maintenir le territoire ouvert, ça exige une décision de l'État. Or, vous ne pouvez même pas décider qu'il doit y avoir encore un bureau de poste ou un code postal. La décision se prend à l'autre. André? Je voulais attirer l'attention sur 2 choses parce qu'on peut des militants ici.
L'an prochain, on va célébrer 25 ans de la science dans une constitution. Et moi, je trouve que la plus belle réponse qu'on aurait pu faire à Mme Jean, sans partir encore, c'est de lui dire, ben oui, on est déconnectés. Vous avez tout à fait raison. On a été déconnectés en 82, puis on l'a été dans une nuit, en l'espace d'une nuit, il a enlevé le courant. On n'est plus dedans. On n'est plus dans le Canada. Alors, arrêtez de nous achaler avec ça. On regarde vers l'Europe, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un compliment. Et la deuxième chose, c'est que l'an prochain, on va célébrer aussi, en 2008, puisque l'an prochain, dans 2 ans, à peine, on va célébrer 400 ans de la fondation de l'Amérique française et du territoire national québécois. Et à Québec, on s'arrange pour que ce soit la fête d'une petite ville. Et je pense qu'il faudrait y penser tout de suite, là, pour changer la donne. Et ça ne sera pas facile parce que je ne pense pas que ce soit la politique du gouvernement Charest. La dernière chose, je m'étonne toujours qu'au Québec, où il y a tellement de chansonniers, où on est un peuple qui chante et qui aime chanter, les Québécois se retrouvant à l'étranger, souvent au bout d'une demi-heure ou d'une heure, ils se sont mis à faire une chorale. Je m'étonne qu'on n'ait pas encore un hymne national, qu'on pourrait chanter tantôt en se levant de tout, puis peut-être. J'en ai fait un, mais il y a tellement de chansonniers qu'il faut en faire un. J'ai un hymne national assez long pour pas que le monde se calme, et puis qu'un autre chansonnier dit chante-moi la petite chanson, Jean du pays. Oui, là-dessus, parce que c'est très très important, ce qu'André nous rappelle là. Jean-Marc Lévy, qui est un très illustre et très tenace compagnon de route du combat national, a écrit une lettre dans le Devoir pour dénoncer l'entente Canada-Québec, dans laquelle le gouvernement Harper aurait exigé, comme condition de participation au financement des fêtes, que tout soit bilingue et que la loi, ça soit soustrait à la loi 101. Oui, absolument. Et ça, là-dessus, il y a une bataille à mener. Les gens de Vigile ont lancé un appel pour obtenir le texte de cette entente. On ne le trouve pas. Ça doit être écrit quelque part. On ne le trouve pas. Ça vaut la peine d'analyser ce contrat-là, parce que ça, vraiment, on va dénaturer complètement le sens de toute l'opération. Mais là, le gouvernement a refusé cette condition-là, mais ils ont accepté la clause de la diversité canadienne. Il faut prôner la diversité canadienne. On fait le 400e de Québec pour prôner la diversité québécoise. Canadienne. Non, québécoise, canadienne, mais les deux. Diversité québécoise et mondiale. La ministre de la Culture du Canada a dit que c'était la fondation du Canada. 400e de Québec. Elle est sortie. Elle est pas sortie pour l'Acadie en 2004. 2004. Oui. Là, il faut encore la fondation du Canada. Là, ils vont trouver un endroit avant quartier pour le gouvernement. C'est des. Denis, Ça ne sera pas le mot de la fin, puisque lorsqu'on travaille dans le domaine de la fiction, il n'y a jamais de fin. Je suis ravi de voir que mes élucubrations ont quand même inspiré mes collègues et ça les mènera peut-être à faire leur propre fiction sur ce que serait leur Québec souverain. Je vois que Robert en a tiré une lecture qui, moi, m'a fasciné par l'effet de contraste. Comment partir d'une fiction pour critiquer la réalité. Je trouvais que c'est une démarche intellectuelle très dialectique et stimulante. Donc, ce livre trouvera son utilité, non pas parce que ce qui est contenu dans les propositions se matérialisera un jour, sauf peut-être
création de la République du Québec, mais parce qu'il aura peut-être stimulé des idées, stimulé une vision de notre avenir et peut-être développer des projets qui, pour l'instant, nous apparaissent encore impossibles à réaliser. Je pense que l'idée de base de ce livre, c'est de rayer de notre vocabulaire c'est impossible. Donc, tout peut être possible à condition qu'on se mobilise pour le faire. Donc, moi, j'ai défini ce qu'étaient les possibles qui moi, me branchent, qui m'intéressent, mais je suis parfaitement conscient que pour d'autres, il y a d'autres possibles qui devraient pouvoir réaliser. Et je pense que ça mériterait que ce genre littéraire ait plus de place dans notre littérature québécoise. Non, en fait, c'est simplement pour vous remercier pour la très belle conférence de ce soir. Merci pour votre livre. Merci à tous les invités pour votre point de vue et vos commentaires. Je remercie tout le monde qui sont venus ce soir pour participer à ces activités-là qui sont notre raison d'être. Le livre de M. Monnière est disponible à la table à l'avant, au coût de 25 $ sans taxe. Allez-y. Et ceux qui veulent contribuer, faire une contribution financière pour la conférence de ce soir, ou qui l'ont pas fait, qui l'ont oublié, ils peuvent le faire aussi en avant. Ça nous permet de financer ces activités-là. Alors, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée.